La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 22 de Carter et Piston. Je me trouve chez Ducati Bruxelles pour cette émission, dont voici le sommaire. Nous ferons un tour de l'actualité de ce mois de février. Je vous emmène à Las Vegas pour y découvrir la nouvelle Kawasaki ZH2. Du muscle, toujours du muscle, avec l'essai de la KTM Super Duke 1290R. Nous irons au Maroc, au guidon des nouvelles Triumph Tiger 900. Nous irons également en Espagne pour y passer un week-end chez Harley Davidson avec l'essai de la gamme Softail. Enfin, nous retrouverons le déjà célèbre Dr Grimm qui nous parlera des suspensions. Luc, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de nous accueillir. C'est toujours un plaisir. On est ici chez Ducati Bruxelles. Oui, tout à fait. On est à Waterloo, précisément. On est à Waterloo, effectivement. Voilà. Cette concession est uniquement destinée à Ducati. C'est un choix de passion, je crois. C'est une passion qui est devenue une profession. Ouais. Et donc, oui, le fait qu'on soit Bruxelles, mais installé à Waterloo, tout simplement parce que c'est une raison de secteur. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et Ducati passion, pourquoi ? Passion de la moto au départ. Ouais, d'accord. Passion du 4 cylindres qui est devenue une passion du bicylindre. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans cette belle marque ouais, d'accord. de moto. Parce que du bicylindre, il n'y a pas que Ducati qui en fait. Non, il y en avait d'autres. Et donc, même au départ, le plaisir d'avoir découvert le bicylindre sur une marque japonaise. Ouais. Et ensuite, la passion nous a amenés ici chez Ducati en tant que client au départ. D'accord. Et cette passion qui est devenue au fil des années une profession, et cette moto italienne, ce bicylindre, maintenant ce V4 également, ouais. Mais le plaisir de ces motos. Et tu dis que tu t'es installé depuis un certain temps, tu es là depuis quand ? Le magasin lui est ouvert depuis 20 ans cette année. On a ouvert le magasin en 2000 avec Didier. C'est lui au départ qui avait ouvert le magasin, et après on est venu nous en renfort. Et finalement on a repris le magasin personnellement depuis 3 ans. D'accord. 3 ans en juillet. Alors tu dis on, je suppose qu'une telle concession ne tourne pas seule. Non, tout à fait. La chance déjà aussi d'avoir du personnel qui était présent depuis de longues dates. Le chef d'atelier, John, est présent ici depuis, je pense, sa 19e année. Ah oui. On a recruté un nouveau mécanicien l'an dernier qui vient de la filière compétition de Francorchamps. D'accord. Du campus donc. Du campus, oui, tout à fait. Il est venu au départ faire ses stages chez nous. Ouais. Il devait en faire 2 finalement. Il a demandé pour faire le 2e et finalement, il fait partie de l'équipe atelier. Okay. Ici, le showroom, on est à 2, il y a moi et il y a Domenico qui est venu se joindre à l'équipe cette année également pour renforcer la vente. Mais c'est très bien d'avoir finalement un mécanicien qui a autant d'expérience, un chef mécano, parce que c'est quand même irremplaçable l'expérience. Alors on a beau être formé sur les nouvelles technologies, sur l'électronique qui équipe de plus en plus nos motos, il y a quand même des choses que l'expérience ne peut pas remplacer, je crois. Exactement, parce qu'il a connu l'évolution des Ducati, il était déjà là à la période des 916 pratiquement, donc il a connu les 2 soupapes, les 4 soupapes, toute l'évolution électronique. Le fait d'avoir un plus jeune qui est venu le seconder dans l'atelier avec une vision différente, parce que l'électronique est maintenant fait partie intégrante de l'utilisation d'une moto moderne. D'accord. Et donc lui avait cette vision plus jeune qui renforce l'atelier avec John en tout cas. Je te propose de parcourir ensemble un peu l'actualité de ce mois de février. Actu. Le salon de l'automobile a encore fait une part belle aux motos avec pas moins de 540 modèles différents exposés. Autre preuve du succès grandissant de la moto, le nombre de permis délivrés en 2019 qui a atteint des records avec 24 000 permis moto délivrés, toutes catégories confondues, soit une augmentation de près de 70% depuis 10 ans. Ce succès s'explique par un double facteur. Le permis moto est une catégorie ludique, les gens prennent du plaisir à faire de la moto, et on retrouve ici cette idée de liberté tant recherchée par les motards.
Mais c'est aussi une question de mobilité. Circuler en moto plutôt qu'en voiture permet d'éviter le trafic. D'ailleurs, le portail de la mobilité en Wallonie reprend une étude menée en mai 2011 sur le transport et la mobilité. Si 10% des nafteurs se déplaçaient en deux roues, les heures perdues dans les embouteillages se réduiraient de 40%. Puis, il est toujours plus facile de garer une moto qu'une voiture. La moto, un moyen de transport écologique. Dans la pratique, la moto est rarement à l'arrêt et émet donc moins de CO2, moins de substances nocives qu'une voiture dans la circulation. Comme le temps de parcours est moindre, on pollue donc forcément moins. Le permis moto a été réformé en 2013 en se calquant sur le modèle européen. La moto offre aussi des avantages fiscaux. Enfin, on l'ignore souvent, mais rouler en moto représente un véritable avantage sur le plan fiscal. La moto est fiscalement favorisée en Belgique. Ainsi, si vous utilisez votre moto pour des trajets professionnels ou pour faire des trajets travail-domicile, le véhicule, son entretien, ses accessoires, les équipements, les assurances, quasiment tout est déductible, à condition évidemment d'apporter les preuves de cet usage pour des motifs professionnels. Ducati, on est chez Ducati. Ducati a annoncé la sortie de la Superleggera V4, la superbike poids-plume homologuée pour la route. En fait, une machine de GP avec des phares. 224 chevaux, 159 kg et 234 chevaux et 152 kg pour la version piste. Cette initiative avait déjà été inaugurée par Ducati sur des modèles précédents. Là, ici, nous serons sur une machine produite à une édition limitée de 500 exemplaires et c'est ce qui se fait de mieux par l'usine de Bologne. C'est une sorte de vitrine technologique, une sorte de MotoGP homologuée pour la route. Les éléments mécaniques font appel au titane, au magnésium, à l'aluminium taillé dans la masse ou encore aux fibres de carbone. Le résultat est une baisse de poids de plus de 16 kg par rapport à une Panigale originale, avec un poids à sec de 159 kg pour la version route. Le carénage, quant à lui, a été entièrement réalisé en fibre de carbone et voit son aérodynamisme amélioré grâce notamment aux nouvelles ailettes superposées inspirées de la MotoGP. Ces dernières assurent une force d'appui de 50 kg à 270 km/h, soit 20 kg de plus d'appui que sur une V4 ou une V4R. Sous le carénage, on retrouve évidemment le V4 de 998 cm3, associé à une ligne d'échappement Akrapovic qui délivre jusqu'à 224 chevaux en version route et 234 en version racing. La version racing permet en outre de réduire le poids jusqu'à tout juste 152,2 kg à sec, assez impressionnant. La partie cycle n'est pas en reste avec des suspensions Öhlins plus légères. Le freinage est confié à Brembo avec des étriers Stylema R. Enfin, au niveau électronique, vous pouvez imaginer que tout ce qu'il est possible de mettre comme package électronique sur une moto de ce niveau est bien sûr présent sur cette machine. Les 500 motos sont déjà évidemment toutes vendues et on peut imaginer qu'on en verra très peu sur les routes puisqu'on est à une valeur de vente aux alentours de 100 000 €. Yamaha annonce une petite Tracer 300 dans les tuyaux. C'est sur le site Autobi que le constructeur a annoncé qu'on préparait une Yamaha Tracer 300. La Tracer est une moto qui a beaucoup de succès chez Yamaha et la 300 est peut-être le chaînon manquant qui viendrait sur une base de moteur similaire au YZF R3 ou au MT-03. La petite sœur des 700 et 900 arriverait dans un segment qui a le vent en poupe chez nous et dans le monde entier aussi en général. Le moteur de la Tracer 300 devrait être travaillé pour donner plus de couple et peut-être un peu moins de puissance que ses concurrentes, mais les détails techniques devraient fuiter dans les mois à venir. Une fois que le scoop sera confirmé, cette Yamaha Tracer 300 viendrait jouer dans la cour des Versys 300 de chez Kawasaki, des Duke 390 de chez KTM et autres GS 310 de chez BMW. Alors, Marc Marquez, on attendait évidemment une reconduction de son contrat, mais pas jusqu'à un tel point, puisqu'en fait, Honda et HRC viennent de signer avec Marc Marquez un contrat jusqu'en 2024. Alors que la grille MotoGP s'apprête à aborder les tests du Qatar, Honda a annoncé le prolongement du sextuple champion du monde jusqu'en 2024 au minimum. Le Catalan, toujours fidèle à la marque japonaise depuis son arrivée en catégorie reine, est ainsi assuré de conserver son guidon jusqu'en 2024. Sur ces 7 années de collaboration, le Catalan a d'ailleurs offert
à Honda 6 titres de champion du monde. Marc Marquez a annoncé « Je suis très fier d'annoncer la reconduction de mon contrat avec HRC pour les 4 saisons de plus. Honda m'a donné l'opportunité d'arriver en MotoGP au sein d'un team performant. Nous avons accompli de grandes choses. Je suis heureux de pouvoir rester dans cette famille. Ils ont su me convaincre de rempiler jusqu'en 2024. » Bon, il est un fait qu'avec un tel contrat, il n'est pas du tout impossible que Marquez batte le record de 9 titres de champion du monde détenus pour le moment par Valentino Rossi. 0 Motorcycle ZRS, une fuite d'informations organisée après que les images du nouveau modèle en provenance du fabricant américain Zero Motorcycle aient malencontreusement fuité. Le constructeur donne plus de détails sur sa ZRS. Cette nouvelle moto, cette dernière se différencie toutefois par un carénage intégral censé améliorer l'aérodynamisme de 13%. La seule chose, c'est qu'on peut imaginer qu'avec un coefficient de pénétration dans l'air amélioré, on aura peut-être un peu plus d'autonomie. Une fois complètement chargée, cette moto devrait pouvoir atteindre entre 260 et 175 km en usage mixte, équipée d'un power tank de 3,6 kW de capacité de batterie. On peut imaginer qu'en utilisation urbaine, on pourrait dépasser les 300 km. Indian Motorcycle et Workhorse Speed Shop annoncent le retour de l'Appaloosa, cette extraordinaire moto construite par l'ami Brice Hennebert au Baïkal Mile 2020. Il se déroule pour le moment et ça se fait en plein milieu de la Russie par moins 20 à moins 30 degrés sur un lac gelé. Le festival Baïkal s'est tenu pour la première fois en mars 2019 et s'installe désormais comme un rendez-vous régulier du calendrier motorsport annuel. Avec des runs sur la glace sur la rive est du lac Baïkal, le festival se positionne comme un événement des plus singuliers de l'univers du sport moteur et de la course en raison des conditions extrêmes rencontrées en Sibérie. Brice Hennebert, le créateur d'Appaloosa, est excité par le défi et il attend comme une sensation incroyable. C'est un peu comme faire la course sur la Lune, dit-il. C'est un saut dans l'inconnu. Nous allons dans un désert de glace où nous pouvons rencontrer des températures de moins 40 la nuit et moins 20 en journée. Je suis très impatient d'y être, ajoute Brice, et un peu perdu en même temps parce que je n'ai aucune idée de ce à quoi nous allons être confrontés. Pour agripper la glace et propulser l'Appaloosa, les pneus ont été adaptés à la main par des centaines de crampons, une tâche qui a occupé les mécaniciens de Bryce pendant plus de 4 jours. Pour permettre au moteur de faire face aux températures extrêmes, la bouche d'aération a été fermée avec une nouvelle coiffe en carbone et des prises d'air plus petites ont été ajoutées sur le carénage en position latérale. Enfin, pour protéger le pilote et lui donner la vision vers l'avant plus claire, des zones de passage de roues intérieures ont été colmatées afin de réduire les projections de glace par les crampons des pneumatiques. Épopée en Sibérie qu'il est possible de suivre évidemment sur les réseaux sociaux et on espère revenir avec de belles images dans le prochain numéro. Le 29 mars aura lieu la traditionnelle journée du motard, donc rendez-vous ce dimanche. L'an dernier, vous aviez été plus de 2500 à participer à cette remise en scène, on va appeler ça comme ça. Donc, au programme de cette journée, il y a différents ateliers de remise en selle. Il y a un check-up technique qui est offert sur la présentation de votre moto, de l'initiation à la moto sur des 125 cm3, des animations, des démonstrations, des expos moto, de la restauration, des concours. Et en fait, cette journée du motard se déroule dans 3 endroits différents. Un à Liège, avenue de la Dépendance à Wandre, à Saint-Hubert à l'aérodrome et à Braine-le-Comte. Vous pouvez évidemment trouver tous les renseignements sur le site qui s'inscrit ci-dessous. Luc, dans ta concession, en fait, avec l'expérience maintenant, c'est la moyenne d'âge des gens ici, des clients, c'est quoi ? Alors, quand on analyse un petit peu avec les commerciaux Ducati, on se rend bien compte que la clientèle Ducati est en moyenne d'une 40aine d'années. D'accord. Et ça se vérifie pour pratiquement toute la gamme. Entre 38 et 45 ans, on va fixer à peu près la clientèle typique Ducati. Donc c'est quand même une clientèle relativement jeune par rapport à certaines marques concurrentes. Oui, tout à fait. En fait, l'avantage, c'est qu'avec les années, la gamme Ducati s'est quand même bien renforcée. Parce qu'au départ, on se limitait à une Superbike et un Monster. Ouais, et au fil des années, cette gamme s'est élargie avec des motos qui sont devenues emblématiques de la marque, comme la Multistrada, bien sûr, principalement. Bien sûr. Le Diavel qui continue encore une belle carrière depuis l'introduction d'un nouveau modèle l'an dernier.
et des hypermoteurs. Et le scrambler qui est venu mettre une touche vintage. Exactement, le scrambler qui a amené une clientèle complètement différente, qui n'était pas Ducatis forcément au départ. Le côté un peu vintage qui rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre nous. Et le fait d'avoir un côté vintage, mais avec une moto moderne avec tous les avantages. Oui, puis une moto aussi un peu plus facile à appréhender. Très facile. Et qui peut-être par ta localisation fait que pour les gens se déplacer en ville, le scrambler est quand même une belle alternative, quoi. On a la chance en tant que Ducati Store d'être sur Bruxelles globalement, et donc c'est le terrain de jeu du scrambler. Une moto de ville qui parfois fait des petites escapades hors de la ville et vers la campagne, mais vraiment cette moto plaisir à 100%. D'accord. On aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans l'émission des nouveautés qui vont arriver chez Ducati cette année. Avant, je te propose de découvrir une machine un peu hors norme, une machine dont les origines remontent à plusieurs dizaines d'années. Entre le turbocompresseur et l'appellation H2, Kawasaki nous a fait rêver il y a de nombreuses années, entre cette fameuse GPZ 750 Turbo qui était une moto de dingue et la 750 H2 3 cylindres de temps. Kawasaki continue son histoire et s'en inspire pour présenter la ZH2 Turbo. Je t'emmène et je vous emmène à Las Vegas. Depuis Las Vegas et pour Carter et Piston, bonjour à toutes et à tous. Alors au pays de l'oncle Sam, tout est des mesures. Il y a une base aérienne ici juste à côté du Speedway, ce qui fait qu'on est survolé en permanence par des jets de l'US Air Force. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle Kawa, de ce nouveau Roadster? Bon, bien sûr, il y a d'abord son turbocompresseur. Une fois dans les tours, ça pousse, il n'y a pas à dire, et c'est très sympa. Alors toi Thierry qui m'écoute à des milliers de kilomètres d'ici, tu vas me demander, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette moto? Alors souvenez-vous, dans les années 70, Kawasaki avait lancé une fameuse moto, la 3 cylindres 2 temps, H2, 750 cm3, extrêmement puissante, violente même. Eh bien la lignée H2 reprend un peu cette lignée de moto mythique et excessivement performante. Et rappelez-vous, il y a eu d'abord la H2R, qui était une moto bourrée de technologie, mais réservée vraiment à un usage circuit. Il y a eu ensuite la H2, la déclinaison sportive, avec donc un carénage, des bracelets. Ensuite, la version SX, qui était une version GT, très très rapide. Et enfin, la dernière, la ZH2, la version Roadster. Toutes ces motos ont un point commun, c'est qu'elles sont équipées d'un compresseur. Et des motos équipées d'un compresseur, il n'y en a pas tellement que ça sur le marché. Donc voyons un petit peu, techniquement parlant, ce que cette ZH2 nous réserve. Alors, ce compresseur, il est ici. Il est entraîné par le vilebrequin et donc il a pour but de pousser l'air dans l'admission et de fournir un surcroît de puissance. Donc la moto affiche 200 chevaux à 11 000 tours minute pour un couple de 14 mètres kg. Ce sont évidemment des valeurs très respectables. Mais est-ce que 200 chevaux sur un roadster, c'est bien raisonnable? Parce qu'un roadster, vous savez comme moi que c'est une moto qui est dépourvue de protection, équipée d'un guidon plat, et donc c'est un petit peu peut-être difficile d'emploi quand on a à gérer autant de puissance. Alors voyons un petit peu comment Kawasaki a abordé le problème de manière technique. D'abord, cette moto, au point de vue électronique, est équipée de absolument toutes les assistances possibles pour justement rouler avec beaucoup de puissance mais en toute sécurité. Vous avez d'abord un contrôle de traction avec 4 modes de conduite différents. Rain pour la pluie, Road pour un usage normal, Sport pour un usage plus sportif et également un mode Rider qui vous permet de paramétrer un petit peu la moto à votre meilleure convenance. Cette électronique agit d'abord sur le contrôle de la traction, bien sûr, pour éviter toute mauvaise surprise de ce côté-là. Mais il y a également une centrale inertielle qui détermine, avec des capteurs un petit peu partout, quel angle a la moto, quel degré de cabrage, etc., de façon à véritablement réguler la puissance dans toutes les situations possibles. Cette centrale inertielle permet aussi d'agir sur la fonction ABS, et on a du matériel qui est très très performant à l'avant, puisqu'on a un double disque de 320 mm, équipé d'étriers Brembo, fixation radiale, mais aussi, petite cerise sur le gâteau, d'un mètre cylindre de frein Nissin. La combinaison des deux étant
sans doute une des meilleures solutions disponibles actuellement sur le marché. Donc je vous parlais de l'électronique qui agit sur l'ABS, parce que l'ABS ici est également, agit également en virage, grâce à la présence de cette centrale inertielle. Alors, on a parlé du contrôle de traction, on a parlé de l'ABS, il y a également launch control, donc une procédure de départ qu'on n'emploie peut-être pas souvent, mais enfin, tout ça, c'est pour vous dire que cette machine est véritablement, technologiquement parlant, quelque chose d'assez particulier, et je pense que les ingénieurs de chez Kawasaki se sont un petit peu lâchés pour montrer à quel point ils étaient capables de présenter les dernières solutions technologiques possibles sur un roadster. Alors regardez derrière moi, nous sommes dans un endroit tout à fait étonnant. Il s'agit du circuit de Las Vegas, un speedway, donc un anneau, un ovale comme il n'en existe qu'aux États-Unis. Et Kawasaki a choisi de nous présenter ce modèle en ce lieu particulier parce que nous avons eu la chance de rouler sur cette piste. Donc l'essai s'est déroulé en 3 phases. L'ovale, une partie sur un circuit classique, on va dire, qui est juste ici en dehors de l'ovale. Et aujourd'hui, nous avons également pu essayer la moto sur la route pour un petit ride d'environ 200 km ici dans la région. Alors, la partie circuit, bon, c'est une machine qui fait 239 kg avec les pleins, donc ce n'est pas vraiment une moto de circuit, ce n'est pas non plus la position qu'on a sur une moto de circuit, mais elle s'en sort pas mal. J'ai été assez même étonné, je dirais malgré le poids, de sa relative vivacité. Bon, on sent le poids dans toutes les manœuvres, dans tous les changements d'angle, mais enfin la moto est agréable et ne se désunit pas. Au départ, j'ai fait un petit réglage sur les suspensions qui étaient un peu trop souples et après tout est rentré dans l'autre et vraiment même dans les compressions, en étant sur l'angle, la moto réagissait très bien, preuve d'un bon équilibre. Le freinage est vraiment performant. Il n'a pas du tout faibli, alors que c'était, je pensais, peut-être un des points à surveiller, étant donné un peu le poids de l'ensemble. Les pneumatiques sont des Pirelli Diablo 3, donc vraiment très performants. Pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Et donc, comme je vous le disais, on a pu également faire un petit tour sur l'ovale. Alors là, c'est très spécial, on est toujours au-dessus de 200. Il faut se faire au banking, c'est très large. Je dirais qu'au début, on ne trouve pas vraiment sa place. On ne sait pas trop s'il faut monter vers le haut du mur ou s'il faut rester au milieu. Bon, simplement pour vous dire que, encore une fois, ce n'est pas une machine faite pour rouler sur un ovale, bien entendu. Mais elle a fait preuve d'un bon équilibre. Elle l'a fait sans aucun problème. Je pense que les ingénieurs de Kawa avaient à cœur de démontrer que c'était une moto avec laquelle on pouvait évoluer en toute sécurité à des très hautes vitesses. Preuve en est faite. Alors, la dernière partie de l'essai, puisque cet essai s'est fait en 2 jours, on a été faire un petit tour donc, dans la région ici et on a pu apprécier les qualités de la moto sur la route. Eh bien, elle est très agréable. C'est une machine qui offre une position de conduite tout à fait détendue. Le guidon tombe parfaitement en main. La selle, malgré sa relative faible épaisseur, finalement offre un très bon confort. Sans doute simplement parce qu'on est bien installé à ses commandes. Le shifter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, permet d'évoluer dans la circulation sans aucun problème, sans se préoccuper de la poignée d'embrayage. Fonctionne très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Finalement, je l'ai préféré sur un usage route que, bien sûr, sur un usage circuit, ce qui est tout à fait logique, puisqu'au départ, elle n'est pas prévue pour les circuits, comme je le disais. Mais sur la route, elle m'a un petit peu étonné par sa convivialité. En fait, on s'attend à un débordement de puissance, puisque 200 chevaux, c'est quand même une valeur respectable, mais tout est parfaitement lissé, tout est parfaitement maîtrisé. Et on a donc, comme je l'ai dit, beaucoup d'aide électronique à la conduite, mais ça en fait une machine finalement très conviviale. Bien sûr, quand on met la poignée dans le coin, il y a des grosses sensations à la clé, et c'est ça qui en fait un jouet assez extraordinaire. Mais on ne se sent jamais dépassé, on ne se sent jamais en insécurité. Et ça, c'est quand même un beau tour de force que les ingénieurs de Kawa ont réussi. Alors au final, pourquoi cette machine? Eh bien, je pense qu'il y aurait une clientèle plutôt jeune, plutôt attirée par le look tout à fait particulier de cette moto, un petit peu futuriste. Kawasaki appelle ça le look Sugomi. Donc une clientèle jeune qui évidemment aime les grosses performances, les sensations que peut délivrer une machine équipée d'un compresseur.
Malgré tout, une moto facile. Une moto, c'est un peu le paradoxe, mais enfin, il est évident, il est réussi. Une moto de 200 chevaux qui est faite pour un usage quotidien, qui peut s'employer aussi bien pour aller chercher le pain que pour, de temps en temps, véritablement taquiner le chrono. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce créneau-là que cette moto va faire des adeptes. Alors, au niveau des coloris, 3 coloris sont proposés. Noir équipé d'un cadre en vert ou noir équipé d'un cadre en rouge, et les prix s'étalent de 17 600 € pour la Belgique à 18 300 suivant les versions, suivant les couleurs, etc. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de cette nouvelle Kawasaki ZH2 depuis Las Vegas, depuis ce cadre absolument extraordinaire. Voilà Thierry, j'espère que pour Carter et Piston, tu as eu le même plaisir que moi à découvrir cette moto depuis ce lieu absolument magique. À très bientôt. Sacré gifle, cette Kawasaki H2, ça envoie vraiment du lourd. Oui. Mais Ducati n'est pas en reste dans la course à l'armement, on peut même l'appeler comme ça, puisque est annoncé dans le courant du mois de mars la sortie de la Street Fighter V4. Donc en fait, c'est une Panigale avec un grand guidon. Tout à fait. Street Fighter, modèle qui a déjà existé dans la gamme. Bien sûr, la base a toujours été la même. On prend une superbike, on enlève le carénage, on met un guidon haut. Et donc la réflexion était la même. Cette fois-ci, on est passé du V2 au V4. On est à 208 chevaux. Oui, moteur un peu dégonflé. 180 kg. Oui. Alors je ne sais pas si c'est même raisonnable de dire que le moteur est un peu dégonflé. Oui, un peu, mais on est quand même à 208 chevaux. Moi, je croyais en fait que cette course à l'armement, cette course à la puissance, elle a un peu diminué parce que bon, c'est quand même compliqué de rouler avec de telles machines dans la circulation actuelle et surtout avec les radars qui se trouvent un peu partout. Et finalement, il n'en est rien. On voit que chez Ducati, on sort 208 chevaux sur une naked bike. On vient de voir la Kawasaki H2 qui fait plus de 200 chevaux. On va en parler dans quelques minutes de la KTM Super Duke 1290, pareil. MV annonce une brutale à plus de 200 chevaux. C'est un peu déraisonnable, non? Ça peut sembler déraisonnable. C'est vrai qu'on arrive dans des puissances qui sont quand même énormes, parce qu'on est dans des puissances avec lesquelles on pouvait rouler en compétition Bien sûr. Avant et gagner des championnats avec ce genre de puissance. Maintenant, ce qui rend ces motos-là accessibles pour le commun des mortels, c'est le fait que cette électronique est hyper aboutie, qui sécurise quand même grandement ce genre de véhicule. Il faut juste avoir les pieds sur terre, bien se rendre compte que ces motos-là, sans l'électronique, sont inaccessibles pour la majorité d'entre nous. Bien sûr, oui, tout à fait. Et en fait, d'un côté, on a effectivement l'électronique qui nous permet d'arriver à gérer de telles puissances. Et d'un autre côté, on se dit, on pourrait aussi limiter la puissance et se limiter au niveau de l'électronique. On est un peu des anciens, nous. Oui. Hein, moi encore un peu plus que toi. Et on a tous roulé avec des motos sans électronique qui évidemment avaient beaucoup moins de puissance. Je me suis fait la réflexion, et on le constatera encore tout à l'heure dans divers essais, c'est qu'en fait aussi l'accès à l'électronique complique vachement l'utilisation et le mode d'emploi des motos. Donc c'est vrai que il y a eu différentes étapes. Il y a eu l'arrivée de ces fameuses aides à la conduite qui étaient parfois difficiles à gérer, et, comme on l'a connu dans l'automobile, avec l'évolution. Ici, le fait est que l'électronique a évolué, mais également l'ergonomie et l'utilisation de cette électronique, et c'est la facilité de rentrer dans les programmes, a grandement été améliorée les derniers. Et ça, c'est un bien. Bon, évidemment, nous, on est toujours un petit peu à côté de la plaque, parce que quand on nous invite pour essayer des motos, on a ces motos pendant une journée, 2 journées au grand maximum, et on se retrouve avec une masse d'informations à gérer, avec des mappings à changer, il faut rentrer dans la logique. Bon, une fois qu'on a sa moto à soi, et qu'on l'a fait quelques fois, évidemment, ça devient évidemment beaucoup plus facile. Bon, dans la concession ici, il n'y a pas que le sport et l'hypersport, il y a aussi la balade, et je crois que vous organisez des balades. Alors cette année, on va remettre en place des départs de balade au départ de la concession. C'est un vrai travail, donc il fallait qu'on ait un support. On a la chance d'avoir des clients qui s'investissent dans la concession, un genre de petit club interne, on va dire, et ces personnes-là ont proposé de réorganiser des départs de balade. Je pense qu'au départ, ça va se faire avec un échange d'itinéraires dans les tripis ou bien dans les GPS, avec des points de rencontre dans la journée, et ça facilite quand même déjà justement l'organisation de genre de balade.
On ne sera pas des groupes énormes, mais je pense que le but, ce sera de se retrouver à certains beaux endroits. On a la chance d'avoir un très beau pays. Ça, c'est peut-être la belle formule, en fait, parce que rouler à 30-40, c'est un peu lourd. C'est très difficile à organiser. C'est difficile, c'est dangereux. Oui. Et donner des petits points de rassemblement pendant la journée, ça de faire découvrir ce qui sont nos tripes à nous et de partager ça avec les clients. On va le faire pour les balades et on le fait déjà sur circuit. D'accord. Et on peut trouver ces renseignements-là où? Les renseignements sont également soit sur notre page Facebook, soit sur Instagram. Et ces liens-là vont vous renvoyer généralement vers le site du magasin où il y a un calendrier et les activités sont rajoutées au fur et à mesure. Donc écoutez, allez jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook de la concession et abonnez-vous, comme ça vous serez automatiquement au courant des sorties qui seront programmées pendant la saison. On a parlé de machines d'exception en termes de rapport poids-puissance et de sportivité. On va encore rester un petit peu dans le modèle. On va aller faire un petit tour au Portugal. On va à Portimao essayer la KTM 1290R Super Duke. Salut Tché, écoute, me voilà en Algarve comme prévu et donc l'essai a été sportif, des chevaux il y en a et donc je vais vous détailler ça tout de suite. Bon écoute, premièrement, on est ici en Algarve, à côté du circuit de Portimao, on a roulé cet après-midi. On a fait 6 sessions cet après-midi, ce qui était assez impressionnant, 6 sessions juste en une après-midi, donc déjà ça a été sportif. Et ce matin, on a fait un essai sur la route qui était plutôt intéressant. En fait, cette moto a vraiment 2 visages différents. Elle a un visage doux, agréable, qu'on peut utiliser sur la route. On a été très étonnés de la polyvalence parce que la moto est souple et agréable à conduire. Par contre, sur circuit ou dans des conditions, si on ouvre, là, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif, beaucoup plus bestial. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ce modèle, ils appellent chez KTM The Beast. Voilà. Bon, alors, à qui se destine cette moto? Écoute, je dirais que forcément, c'est une moto qui se destine globalement à des gens qui sont d'abord des amateurs de roadster. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est un vrai roadster pur et dur. Un roadster de caractère, oui et non. À savoir que, alors oui, c'est un roadster de caractère, mais, je me répète, il y a vraiment moyen de l'utiliser de manière douce et agréable et non extrême. Donc il y a moyen vraiment de se balader avec cette machine, rouler sur le couple tranquillement. Les commandes sont douces, le moteur est souple et donc il y a vraiment moyen de l'utiliser de manière tranquille et agréable. Donc ça, c'était la bonne surprise. Alors ils ont beaucoup travaillé sur le châssis. Alors on sait qu'en MotoGP, ils ont beaucoup bossé sur le châssis actuel de la MotoGP. Et évidemment, toute cette expérience arrive bien évidemment sur les motos de production. Et donc on arrive ici avec un châssis qui est complètement neuf, qui a été complètement étudié pour gagner en agilité, mais aussi pour avoir un meilleur feeling avec l'avant. Alors dans cet aspect-là, il y a évidemment d'autres choses qui ont été améliorées, à savoir que la fourche est nouvelle, c'était une 48 mm, donc c'est un gros diamètre, nouvel amortisseur, nouvelle assiette, nouveau positionnement du moteur qui est 5 mm plus haut. Enfin bon, 90% de cette moto est neuve et donc il y a eu 3 ans, il a fallu 3 ans pour développer cette machine et nous la présenter aujourd'hui comme ceci. Bon, alors sur circuit, ça a été une autre paire de manches. On a évidemment pu essayer la moto de manière extrême parce qu'il y a aussi des options avec des possibilités d'utiliser la moto en mode track avec un traction control qui est évidemment fort réduit, beaucoup de grip. Il y a moyen de sélectionner des modes d'accélération. Bon, là, on a vraiment essayé de manière extrême et c'est très convaincant. Bon, alors pour quelqu'un qui a envie d'avoir une moto pour tous les jours et de temps en temps aller sur circuit, il n'y a pas de problème. Il est servi, il y a largement de quoi faire. Bon, alors il n'y a pas de protection, ça fait un peu mal à la nuque dans les lignes droites, mais globalement, il y a moyen déjà de bien s'amuser. Bon, alors à qui s'adresse cette moto? Eh bien, à toute personne qui a envie de beaucoup s'amuser en toutes circonstances. Ça, c'est une certitude. Bon, voilà, écoute Thierry, je vais te laisser. Je vous remercie, c'était Grim pour Carter et Piston.
Merci pour la vision et on se revoit dans le prochain épisode. Merci beaucoup, au revoir. Salut Arnaud. Salut Thierry. Merci de nous rendre visite, c'est sympa de passer comme ça à l'improviste. Bah écoute, avec plaisir, c'est toujours gai de venir dans un aussi beau magasin. Et puis bon, je suis assez proche aussi de Ducati, donc c'est assez agréable de revoir Luc et toute sa bande. Ouais. Tu peux pas mieux tomber, parce qu'on vient de regarder l'essai de la KTM que tu as réalisé à Portimao. Et donc, moto quand même étonnante, accessible finalement. Oui, effectivement, c'est une moto avec laquelle il y a moyen de faire des choses assez diverses. C'est une moto qui est très conviviale, alors c'est assez incroyable. On ne dirait pas quand on la voit, hein. On la croit assez... Oui, en fait, forcément, elle véhicule une image de roadster hyper sportif et très brutal, entre guillemets, parce que c'est quand même un 1290 cm3, et donc tout le monde se dit que ça doit être quelque chose qui déborde de puissance, qui doit être difficilement gérable. Et en fait, bien non, en fait, elle a vraiment deux visages, elle a vraiment un visage doux et agréable, on peut l'utiliser sur la route, vraiment, c'est vraiment très soft. Le couple en bas, le moteur ne cogne pas, c'est agréable, c'est rond. Okay. Et puis alors effectivement, là quand on met gaz en grand, alors là effectivement... on change de dimension. Oui, là, comme diraient les frères Bogdanov. Oui. On rentre dans la 4e. Exactement. Mais donc c'est vraiment une moto étonnante parce qu'elle a vraiment deux visages. Elle peut être utilisée de manière très cool et aussi de manière pas cool du tout. Ah ouais. Dis donc Arnaud, moi je veux bien qu'on parle, mais c'est pas le moment d'aller rencontrer le docteur Grimm? Bah ouais, au fait, ouais. On va bosser mon vieux. Bah ouais, ok, j'y vais. Allez. Voici donc la séquence du docteur Grimm. Alors, bien en fait, ce mois-ci, nous allons parler suspension. Bonjour et bienvenue dans la séquence technique du docteur Grimm. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hautement délicat puisqu'il s'agit des suspensions. Alors les suspensions, c'est quelque chose qui rend pas mal de gens assez dingues. C'est un sujet hautement compliqué et vu la complexité des choses à expliquer, il me serait impossible de tout détailler en une seule émission. Raison pour laquelle j'aborderai toute la partie mise au point et réglage dans l'émission du mois de mars. Commençons par le commencement. A priori, et dans la majorité des cas, une moto est composée d'une fourche à l'avant et d'un amortisseur à l'arrière. Alors, premièrement, il faut savoir que même si leur aspect est vraiment très différent, eh bien, un amortisseur et une fourche fonctionnent tout à fait de la même manière. Le principe est le même. Alors, l'élément de base, c'est un ressort. Alors, ce dernier est externe pour un amortisseur, alors que les ressorts sont internes pour une fourche, bien évidemment. En ce qui concerne le choix du ressort, donc ça veut dire sa longueur et son tarage, c'est évidemment quelque chose qui est étudié en usine par le constructeur en fonction de l'utilisation de la moto et des différents objectifs qu'ils veulent atteindre. Alors que ce soit un trail ou que ce soit un roadster, évidemment, il y a évidemment le débattement qui est modifié, mais il y a aussi la souplesse des suspensions. Donc en fait, de base, chaque ressort est taré pour que les spires donnent un niveau de résistance différent en fonction du type d'utilisation de la moto. Mais réfléchissons bien, quelle est la spécificité première d'un ressort? Eh bien, il rebondit. Pas besoin de vous dire que ce n'est absolument pas le but d'une suspension. Imaginez une moto qui rebondit, bien évidemment, il ne faudra pas longtemps que vous soyez sur votre cul. Donc une suspension, c'est évidemment un ressort, mais c'est surtout un système hydraulique qui permet de freiner la plongée et la remontée de l'amortisseur ou de la fourche. Alors ici, évidemment, comme vous pouvez le constater sur un canon de fourche, en fait vous avez un stock d'huile qui est ici, et quand vous freinez, le canon plonge et l'huile passe dans un conduit et remonte vers le dessus. Donc, vous avez un premier conduit qui permet un liquide, en fait, le liquide, c'est de l'huile, bien évidemment, c'est de l'huile, qui remonte et elle vient se stocker dans le dessus. Au moment où vous arrêtez de freiner et que vous réaccélérez ou pas, dès que la fourche détend, c'est le contraire. L'huile qui est dans le haut du canon doit redescendre, mais elle emprunte un autre conduit qui est différent pour revenir à son emplacement de base.
Comme dit précédemment, un amortisseur et une fourche fonctionnent de la même manière. La seule différence, c'est que visuellement, ici, vous avez le ressort qui est externe et donc le système hydraulique est concentré dans la bonbonne qui se trouve ici. Vous avez toujours un réservoir d'huile en bas et en haut et 2 conduits, un pour l'aller et un pour le retour. Alors, de nos jours, la grande majorité des motos sont équipées de suspensions complètement réglables. Et ça, c'est assez fabuleux. Mais malheureusement, la grande majorité des propriétaires de motos n'y touchent jamais et c'est vraiment dommage. En fait, c'est la raison pour laquelle je fais cette séquence, c'est que je vais essayer à vous amener à être un petit peu plus couillu et de vous lancer dans des réglages que vous n'auriez pas fait auparavant. Alors, le premier réglage dont nous allons parler est le réglage de la précontrainte. Alors ce réglage n'a absolument aucune incidence sur le système hydraulique de la suspension puisque c'est un réglage purement manuel et mécanique. Comme vous pouvez le constater ici sur cet amortisseur, en fait la précontrainte, ce sont ces vis ici qui permettent en fait de serrer et de comprimer le ressort. Donc au niveau d'un pré-réglage de précontrainte, ici le ressort est relativement peu précontraint. Alors de toute façon, il doit l'être, évidemment, puisque sinon il se baladerait, ce qui n'est tout à fait pas envisageable. Donc de toute façon, quel que soit le réglage, le ressort doit être légèrement mis en précontrainte. Par contre, s'il est mis relativement peu en contrainte, ça veut dire qu'au moment où il va fonctionner, le ressort va pouvoir travailler sur toute sa longueur, et donc c'est un gage de progressivité. Donc a priori, si vous mettez peu de précontrainte, en fait, le ressort va pouvoir travailler sur toute sa longueur et donc vous allez avoir tout son débattement et pas mal de souplesse au niveau du travail du ressort, ce qui est un gage de confort. Alors, à contrario, si vous rajoutez de la précontrainte, plus vous comprimez le ressort, plus vous allez retarder son fonctionnement et donc ça veut dire que vous allez avoir une moto qui est beaucoup plus dure et le confort va baisser. Maintenant, augmenter la précontrainte est parfois nécessaire et même conseillé, souvent particulièrement pour l'amortisseur arrière, parce qu'il faut encore savoir une chose supplémentaire, c'est que quand vous augmentez la précontrainte d'un ressort, en fait, vous faites légèrement monter le niveau de la suspension globale et donc le niveau de la moto. Alors ça, c'est évidemment un phénomène assez compliqué à expliquer et je ne vais pas me lancer dans les explications parce que j'ai moi-même mis des heures à comprendre, mais je peux vous assurer que augmenter la précontrainte lève légèrement la moto. Donc, c'est quelque chose qu'on conseille particulièrement quand, par exemple, on a un passager ou bien alors quand on roule chargé. Donc, pas mal de motos ont même un système de précontrainte manuelle qui vous permet de tourner. Plus vous tournez, plus ça précontraint. Et en fait, c'est fait justement pour compenser le poids d'un passager ou de bagages. Alors, maintenant, on attaque le vif du sujet avec les réglages d'hydraulique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, selon moi. Alors ici, comme vous pouvez le constater, en fait, vous avez une vis ici, en fait, qui est en fait le réglage de détente. En fait, cette vis fonctionne comme un robinet. Il en est de même pour le réglage de la compression qui se trouve ici. Et donc, en 2 mots, vous avez un petit peu compris le système. Donc, vous avez de l'huile qui est en bas. Quand il se compresse, elle passe dans un conduit. Ce conduit, ce conduit est géré par la compression, puisque au moment où l'amortisseur se compresse, donc on parle bien de compression, et donc vous avez le réglage de la compression qui est ici. Alors comme c'est un robinet, c'est assez simple. Si vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait vous fermez le robinet. Si vous fermez le robinet, ça veut dire que la quantité d'huile qui peut passer va être réduite, et donc vous allez freiner l'amortissement. De la même manière, au moment où l'amortisseur se détend, là le robinet est donc ici, et donc ce robinet permet d'ouvrir ou de fermer le passage de l'huile. Donc en fait, c'est un circuit fermé avec 2 passages et 2 robinets qui permettent de gérer la quantité de fluide qui passe dans un sens et la quantité de fluide qui passe dans l'autre. Alors ici, voici un canon de fourche. Alors une fois de plus, l'aspect est totalement différent, mais on retrouve les mêmes réglages. Alors je vous les décris. Vous avez ici en dessous une vis qui est donc le réglage de compression. Donc c'est le robinet qui permet de faire monter l'huile en compression. Vous avez ici tout au-dessus, vous avez le même robinet de la détente, donc pour la vitesse de l'huile qui redescend.
Et par contre, la précharge du ressort, c'est en fait cette espèce de douille bleue que vous pouvez fermer, et plus vous la fermez, plus vous la tournez, et bien plus le ressort interne se comprime. Donc c'est finalement assez simple. En fonction du comportement de votre moto, eh bien, vous pouvez tout simplement décider de rendre plus dur ou plus souple la plongée, ou plus dur ou plus souple la remontée. Alors, de base, il est vrai que la majorité des motos sont réglées relativement souples. Les motos sont faites pour rouler sur la route, et donc on essaye de favoriser, évidemment, une utilisation relativement confortable. Maintenant, le poids du pilote, le fait qu'il ait un passager, tout ce genre de choses peut avoir une influence, ou aussi votre style de pilotage. Si vous préférez avoir une moto un peu plus ferme, un peu plus dure, eh bien en fait, la première chose à faire, si vous trouvez que vos suspensions sont relativement souples, eh bien vous avez tout simplement à prendre le robinet de compression et vous fermez. Alors ça dépend, vous pouvez fermer, souvent ce sont des clics, mais parfois il n'y a pas de clic, c'est juste une vis qui tourne, et donc vous calculez, vous mettez un demi-tour, ou bien un clic ou deux, et vous fermez tout simplement, et vous faites un test. Et puis vous roulez, vous voyez si c'est un petit peu plus ferme, et si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous revenez en arrière, vous rouvrez un petit peu. Au niveau de la détente, même chose. Alors évidemment, la détente, c'est quelque chose qui est un petit peu plus sensible, dans le sens où c'est vrai qu'on peut ressentir assez facilement le fait que sa moto est trop molle et qu'on a envie de la rendre un peu plus ferme. Par contre, peu de gens ont la capacité de pouvoir dire « Ah, ma moto a trop de détente ». Je dirais que la détente, en général, il y a un test à faire qui est assez simple, c'est qu'en général, quand vous êtes statique à côté de votre moto, si vous poussez sur la moto, en fait, on doit essayer d'avoir une vitesse de plongée qui est égale à la vitesse de remontée. Ça veut dire que votre détente, si jamais vous constatez que quand vous poussez, elle redescend, enfin, elle remonte trop doucement, ça veut dire que vous manquez de détente. Donc, vous devez ouvrir le robinet pour qu'elle se détende. Alors les avantages d'avoir de la détente, c'est que quand vous faites d'un passage à l'autre et que vous passez de gauche à droite, une moto qui a de la détente est une moto qui a tendance à plus facilement se balancer d'un côté à l'autre, et donc les avantages de la détente sont quand même assez importants. Bon, je viens d'essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment fonctionne une suspension, et évidemment le but c'est de vous motiver à essayer. Par contre, je vais vous donner un conseil supplémentaire, c'est avant de vous lancer dans des réglages, eh bien, c'est de d'abord fixer vos réglages d'usine. Ça veut dire que la moto, comme elle vous est livrée, a des réglages, ça veut dire qu'il y a un nombre de clics ou une certaine ouverture du robinet, et il faut l'acter avant de pouvoir le changer. Donc, prenez une feuille de papier et tout simplement calculez le nombre de clics. Ça veut dire que pour la compression, idéalement, on part toujours de vis à fond. Alors ça, c'est un principe de base, c'est mécanique. C'est comme ça que tous les mécaniciens fonctionnent, c'est qu'en fait, on ferme complètement. Alors, pour procéder au calcul et savoir ce que vous avez dans vos suspensions, il suffit tout simplement de prendre la vis et de tourner et de calculer le nombre de clics ou le nombre de demi-tours pour arriver jusqu'à fond. Vous allez tomber sur une valeur que vous notez. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes vis à fond, vous pouvez être VAF, vis à fond, moins, et vous réenlevez le nombre de tours ou de clics que vous aviez pour revenir au réglage de base. Vous faites la même chose pour la détente, et donc comme ça, vous pouvez connaître précisément vos réglages avant même d'y toucher. Après, vous pouvez vous lancer, refermer un petit clic, ouvrir un petit clic et faire des changements, mais au moins, vous aurez toujours votre base de réglage qui était sur la moto d'origine. Bon, alors dans le but de ne pas se perdre, évidemment, je vous conseille de ne pas multiplier les réglages. En fait, il faut isoler chaque réglage. Si vous décidez de légèrement durcir votre fourche, eh bien, ne faites que ça. Mettez un clic ou deux en compression pour freiner la plongée, mais ne faites que ça. Ne touchez pas à l'arrière ou ne touchez... Faites un réglage. Allez faire quelques tours, faire quelques kilomètres et voyez si vous préférez. Après, si c'est concluant, ou bien vous revenez en arrière, ou bien vous gardez le réglage et vous pouvez passer à un autre. Mais surtout, ne faites pas plusieurs réglages en même temps sur la moto. Bon, alors comme vous le savez, évidemment, la technologie nous rattrape et vous avez aussi la possibilité d'acheter des motos avec des suspensions électroniques. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, à savoir que tout ce qui est gestion de l'hydraulique se fait en temps réel. En fait, les suspensions électroniques fonctionnent d'une manière où vous avez une centrale inertielle, vous avez un boîtier électronique qui calcule en permanence la vitesse de plongée et de détente de l'amortisseur. Si jamais
vous prenez les freins de manière relativement brusque, l'enfoncement se fait, le système calcule que la fourche s'enfonce de manière relativement rapide et ferme très rapidement le robinet pour freiner la descente. Idem pour l'arrière quand vous accélérez. Par contre, si vous y allez tout doucement, que vous ouvrez doucement et que vous roulez doucement, la suspension va rester souple. Et donc, on a un peu le meilleur des deux mondes, ce qui est assez idéal. Mais évidemment, ces suspensions ont un coût et il faut pouvoir se le permettre. Bon, eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, je pense quand même avoir déjà fait un bon petit pas en avant par rapport aux suspensions. J'ai essayé de vous expliquer, bien, je vais dire, le b.a.-ba, c'est quoi, c'est comment, pourquoi, comment. Dans l'émission prochaine, je vais essayer d'être beaucoup plus technique et là, j'aurai aussi une approche, je vais dire évidemment pistard, puisque là, je fais aussi des mises au point de machines de course et donc là, je vais aborder des sujets qui sont plus pointus où on va pouvoir attaquer vraiment tout ce qui est assiette, usure des pneus et ce genre de choses. Je vous remercie, on se voit le mois prochain et d'ici là, gaffe sur la route. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Moto Kaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. On retrouvera le Dr Grimm pour la deuxième partie de ce sujet sur les suspensions le mois prochain. J'ai le plaisir d'accueillir Luigi Amore. Luigi, bonjour. Bonjour. Luigi, tu es le directeur commercial division moto Benelux pour Pirelli. C'est exact. Et à ce titre, écoute, on va un peu discuter pneus. C'était un des sujets majeurs de l'intervention technique du Dr Grimm le mois dernier. Mais bon, les pneus, c'est évidemment primordial en moto parce que c'est ce qui nous maintient en contact avec le sol. Et on tient beaucoup à avoir du grip et avoir une bonne qualité de pneumatique. Alors, je crois que les pneus ont beaucoup évolué sur les 10 ou 15 dernières années et il y a quand même un fossé énorme entre un train de pneus d'il y a 20 ans, 15 ans et un train de pneus actuel. Absolument. Oui, donc il y a une évolution de plus en plus rapide à ce sujet-là, aussi parce que les motos évoluent de plus en plus rapidement, il y a de nouvelles options, de nouveaux composants électroniques de plus en plus qui font que la structure, les composants doivent être modifiés en permanence pour répondre à ces nouvelles attentes de ces composants électroniques. Donc, et puis la puissance des motos ne fait qu'augmenter. La puissance aussi évidemment a un impact, pas uniquement du moteur, mais également des freins, de la suspension, tout ça a un impact sur le comportement de la moto et sur la réaction que le pneu doit avoir, aussi bien avant qu'arrière. Donc il y a une évolution non seulement des matériaux à l'intérieur, mais à l'extérieur du pneumatique également. Des nouvelles gommes, des nouveaux composites. Il y a, oui, au niveau des polymères, au niveau des composants en acier de plus en plus légers aussi, de manière à alléger le pneu le plus possible. C'est une des évolutions. Et Pirelli garde quand même ce côté toujours un peu haute performance. Oui, absolument. On a un DNA sportif, donc on essaye de le conserver dans tous les segments qu'on développe, que ce soit au niveau du sport touring, en passant par le trail, et même en custom finalement. Même dans la gamme custom qu'on a développée, on essaye d'avoir une image un peu plus sportive et des résultats un petit peu plus sportifs. Oui, parce qu'en fait, du gros rouleur au client qui ne fait que de la piste, vous avez de quoi répondre à tout le monde en fait. Absolument, oui. Donc de la plus petite moto, même du plus petit scooter en réalité, du plus petit scooter en réalité, jusqu'à la moto la plus puissante. On équipe les Panigale bien sûr. Et donc on a effectivement une solution pour chaque rouleur. Aujourd'hui, on ne peut plus parler en réalité d'un pneu pour une moto, mais bien d'un pneu qui répond aux attentes d'un motocycliste. Oui. Même si en fait certains modèles de pneus
sont sur la demande de constructeurs développés spécifiquement pour certaines machines. Absolument, on a maintenant des pneus qui sont même homologués, marqués spécifiquement, c'est le cas pour Ducati évidemment. Oui. Donc, oui, parce qu'on a vu dans l'essai qu'on vient de voir ici à l'écran de la Kawasaki ZH2 à Las Vegas, en fait c'est Pirelli qui équipe les motos. Absolument, c'est avec le Super Corsa dans ce cas-là, donc c'est le top de la gamme au niveau sportif et c'est une demande de plus en plus courante quand on sort un modèle super sport, mais vraiment dans le haut de gamme, on va s'adresser à Pirelli pour ce Super Corsa qu'on utilise dans la compétition sportive. Et justement, en fait, évidemment, ça coule de source, mais je crois vraiment que l'expérience compétition de Pirelli a un impact énorme sur le pneu de tous les jours. Absolument. Donc, de là notre collaboration avec le Superbike depuis 2004, c'est important pour nous parce que la technologie qu'on développe pour ces pneus-là nous permet d'être traduite beaucoup plus facilement, vu que ce sont des motos au châssis d'usine quelque part. La technologie qu'on développe pour ces pneus-là nous permet d'être traduite beaucoup plus facilement au niveau routier par la suite. D'accord. C'est difficile de dire, tiens, on va parler d'un tel pneu, d'un tel pneu, d'un tel pneu, parce que la gamme est très vaste chez Pirelli. Je crois qu'en fait, il faut aussi ne pas hésiter à aller chez un spécialiste pour se faire conseiller, parce que certains types de pneus ne s'adaptent pas spécialement bien à certaines motos. Et puis, il faut bénéficier de l'expérience des spécialistes. Je voudrais quand même qu'on fasse une petite parenthèse sur certaines habitudes que les acheteurs ont maintenant, c'est d'aller sur Internet pour acheter finalement à un prix. Oui, c'est effectivement une habitude qui est assez stable en réalité, parce que sur les 4 dernières années, ça n'a pas réellement évolué. C'est quelque chose qu'on suit évidemment. On estime les achats sur Internet pour la Belgique de l'ordre de 15% en réalité, et cela sur les 4 dernières années, donc ça n'a pas vraiment évolué. C'est quelque chose qui peut s'avérer avoir un certain avantage financier relatif, parce que il faut le faire monter quand même. En réalité, il faut toujours trouver quelqu'un qui vous le monte et qui amène avec soi quelques difficultés. Donc l'achat sur Internet ne garantit pas d'avoir des pneus toujours très frais, donc il faut savoir que la gomme, c'est quelque chose qui vit. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça, la fraîcheur d'une gomme ? Alors il y a le DOT qui se trouve sur l'un des flancs. Le DOT, c'est donc la date à laquelle le pneu a été fabriqué. Aujourd'hui, il est composé sur la dernière partie du DOT, et c'est valable pour tous les fabricants, de 4 chiffres qui donnent la semaine et l'année de fabrication. Ah oui, d'accord. Donc 33-19 par exemple, donc c'est la 33e semaine de l'année 2019. Chose invérifiable sur Internet. C'est compliqué effectivement, normalement les sites sérieux mentionnent s'il s'agit de vieux DOT. Il faut savoir qu'un pneu c'est fait avec de la gomme, donc la gomme naturelle a une certaine longévité et au plus vieille, au plus dur. Donc on perd du grip évidemment avec des vieux pneus. Donc ça c'est un des risques, c'est pas toujours vrai, mais bon c'est un des risques. Il y a également le fait que de plus en plus de spécialistes de pneus ou de garagistes refusent maintenant le montage d'acheteurs en ligne. Donc ils vont arriver les gens avec leurs pneus sous les bras. Ils ont des ateliers dont l'agenda est déjà plein, donc ils refusent tranquillement. Ou d'autres comptent plus cher le montage. Donc au final l'économie est relative. D'autres se retournent vers des monteurs non spécialisés, non formés pour leur moto. J'ai déjà vu des choses incroyables. Je prends toujours l'exemple de ce motocycliste chez Ducati Luxembourg qui est revenu avec la fourche arrière complètement pliée parce qu'on avait utilisé une barre de fer pour resserrer Donc c'était pas très... Ça lui a coûté finalement des milliers d'euros pour redresser la chose. Et là, son économie, elle avait explosé évidemment. Donc c'est pas toujours le cas. Mais... Faites confiance à votre garagiste, faites confiance aux pros. On est tous en train de prôner le retour en fait à l'épicier du coin. Croyez-moi que c'est aussi le cas dans la moto. Luigi, je crois que tu as une très bonne nouvelle à annoncer à nos spectateurs, c'est que tu vas leur offrir quelque chose. Absolument. Nous avons un concours à proposer à vos spectateurs, à savoir que nous allons offrir un train de pneus au choix. En répondant tout simplement à une question assez simple, finalement, qui peut se retrouver sur notre site internet. Et donc, cette question a rapport à notre pneu Sport Touring, l'Angel GT2. D'accord. Nous allons demander aux spectateurs de nous dire combien de dimensions arrière sont proposées dans l'Angel GT2.
D'accord. Donc vous allez voir ici à l'écran cette question qui va s'afficher. Vous allez voir aussi la deuxième question qui est en fait tout simplement combien de réponses allons-nous recevoir, combien de réponses au total nous allons recevoir. Celui qui s'en approche le plus avec évidemment la première bonne réponse remportera ce train de pneus. Il sera bien sûr prévenu personnellement. Vous allez visiter le site Pirelli qui est ici en dessous. Deux conditions évidemment, c'est de répondre au mail qui s'affiche également ici en dessous et d'être évidemment abonné à l'émission. Luigi, merci. On va parler Pirelli encore pendant un certain temps parce que on va avoir affaire pendant toute l'année dans la séquence du Dr Grimm aussi. Chaque fois qu'on va parler de pneus, on va le faire ensemble parce que le choix chez Pirelli est tellement vaste qu'on aura toujours de quoi avoir le bon pneu pour la bonne moto. Ça, c'est une chose. Et puis, le mois prochain, on pourra proclamer l'heureux vainqueur de ce concours qui se verra remettre une nouvelle paire de pneus pour la nouvelle saison. Avec plaisir. Luigi, merci beaucoup. Merci à Pirelli de nous soutenir en permanence parce que c'est une marque qu'on aime. Et moi, personnellement, on a une histoire tous les deux. C'est qu'en fait, il y a plus de 10 ans, quand on s'est rencontrés ensemble, je mettais en place mon tour de Méditerranée. Tout à fait. Et tu as été le premier à me soutenir et à m'envoyer des pneus dans des endroits improbables. Et ça reste un très grand souvenir pour moi. Merci Luigi et à très bientôt. Merci Thierry. Pour ma part, je viens de rentrer du Maroc où je suis allé essayer les nouvelles Tiger 900, équipées d'ailleurs des très bons Pirelli Scorpio. Je vous emmène donc à Marrakech. C'est des malins chez Triumph, c'est des malins. Ils vous invitent pour essayer une moto, mais en fait, ce n'est pas une moto qu'on essaye, c'est 5 motos. Cette nouvelle Tiger 900 se décline en 5 versions. Évidemment, la Tiger 900 de base, la GT Pro, la Rally et la Rally Pro. Ça nous fait 5 versions qui sont en fait totalement différentes les unes des autres, en fonction évidemment de l'appellation, mais surtout du niveau de finition que vous voudrez avoir sur vos motos. Ces motos vont de 192 à 201 kg et bizarrement 201 kg, c'est celle qui devrait finalement en avoir le moins puisque c'est pour la Rally Pro, celle qui est finalement destinée à l'off-road. De 11 950 à 15 950 €. Depuis 2010, la Tiger 800 évidemment s'est payée une part de lion dans le marché de l'off-road puisque près de 85 000 exemplaires ont été distribués et Triumph entend bien continuer sur cette lancée avec cette Tiger 900. Même si la puissance est restée à 95 chevaux, l'ensemble des pièces moteurs sont neuves. Ce nouveau moteur Euro 5 entend donner un caractère d'un twin dans les bas régimes et celui d'un multicylindre évidemment dans les hauts régimes. L'allumage a été décalé et en fait à l'utilisation on s'aperçoit évidemment que cette moto a des montées en régime relativement franches et aussi beaucoup de couple. Ça, on pourra en reparler un peu plus tard. En termes d'équipement, la Tiger n'est pas en reste, mais il vous faudra vous orienter vers les versions Pro pour bénéficier en fait de toutes les options disponibles dans le catalogue du constructeur. La première question à vous poser à l'achat d'une telle moto, c'est ce que vous allez en faire. Si vous voulez utiliser votre Tiger pour un déplacement quotidien vers le boulot, pour des week-ends et essentiellement sur la route, il n'y a aucune hésitation possible. C'est la Tiger 900, la GT ou la GT Pro. Avec sa roue de 19 à l'avant, cette moto a évidemment une destination qui est bien plus routière que sa sœur, la Rally, qui elle est équipée d'une roue de 21 à l'avant. Maintenant, l'aventure vous tente, les grands espaces vous attirent, alors là, il n'y a pas à hésiter non plus. Une seule version sera faite pour vous, c'est la Rally et la Rally Pro. Nous sommes ici au Maroc, même si ça ne se voit pas vraiment, mais je vous assure qu'on y est. Et on y est depuis 2-3 jours, on a testé ces motos en long et en large, on les a d'abord testées sur la route. Des parcours de plus de 300 km par jour sur de minuscules routes parsemées de mobylettes, d'enfants, de chiens, de singes, d'ânes et de dromadaires nous ont permis de constater la maniabilité de ces tailleurs, mais aussi leur facilité d'accès.
jamais débordée par une puissance trop élevée, parfaitement secondée par des suspensions Marzocchi pour les GT, Showa pour les rallyes et sécurisée par les étriers Brembo Stylema, comme sur les Ducati V4, s'il vous plaît. Une des journées était consacrée à l'off-road et je vous assure qu'on n'a pas fait semblant. Je peux vous dire que la Rallye Pro, montée évidemment avec des pneus adéquats, comme vous pouvez le voir ici, nous ont permis de découvrir tout le potentiel tout-terrain de ces motos et je peux vous dire qu'elles ont un réel potentiel tout-terrain. Sable mou, rocailles, montée dans la poussière, passage de guet, rien ne nous aura été épargné pour au final un pur bonheur à conduire. Cette moto a de la maniabilité, elle n'est pas trop lourde même si on est aux alentours des 200 kg. On est loin évidemment des 250 ou 260 kg, des plus gros trails qui cubent évidemment à plus de 1200 cm3. En toutes circonstances, l'écran TFT réglable en contraste et en couleur reste visible. Grâce à cet écran, une multitude, et je pèse mes mots, une multitude de réglages sont disponibles, y compris une fonction GPS via une application Google et votre smartphone, mais aussi la gestion de votre caméra GoPro. Au final, je ne peux évidemment que conclure sur le plaisir qu'on a pris au guidon de ces motos. Elles ont évidemment certains défauts, elles ont plus d'avantages que de défauts, je trouve, parce qu'on a d'abord pris beaucoup de plaisir à leur guidon. Et pour moi, c'est le principal sur une moto, c'est le plaisir qu'on prend à son guidon. Que pourrait-on reprocher à cette Tiger 900? La complexité d'accès aux informations via l'écran TFT. Il y a vraiment une multitude de possibilités de réglage. Il y a une multitude d'accès qui sont faciles ou non. Ça, c'est vraiment toujours un peu le problème. Évidemment, il faut se mettre dans la peau d'un journaliste qui essaye ses motos pendant un jour ou deux. Quand cette moto sera la vôtre, après quelques semaines, j'imagine que cet inconvénient va disparaître parce que vous serez habitué au maniement et à l'accès de cet écran TFT. Néanmoins, j'estime qu'il y a un peu trop d'informations à gérer et j'aimerais qu'on aille, pour l'ensemble des constructeurs, vers un peu plus de simplicité. On pourrait souhaiter un pare-brise un peu plus large avec une meilleure protection et aussi une facilité de réglage un peu revue parce que ce n'est pas vraiment évident de régler le pare-brise, en tout cas quand on roule. Pour terminer, je pourrais peut-être lui souhaiter quelques chevaux supplémentaires pour peut-être le duo chargé. On ne l'a pas essayé évidemment, mais je peux imaginer qu'il manquerait peut-être une dizaine de chevaux. On est passé de 800 à 900 cm3 en gardant la même puissance nominale. On aurait peut-être souhaité en avoir un tout petit peu plus, vous allez me dire, on n'est jamais content. Alors les points positifs, je dirais une excellente maniabilité et une très bonne facilité d'accès à cette moto. Pourquoi? Parce que la selle est réglable de 810 à 870 mm, mais il existe aussi une version que vous pouvez commander au moment de la signature du bon de commande pour avoir une version basse. Donc cette moto est vraiment accessible à tous, avec en plus la possibilité de l'avoir pour les permis A2. Elle a une tenue de route et un comportement routier qui pour moi est relativement exemplaire pour un trail. On a roulé de manière pas toujours raisonnable, aussi bien avec la GT qu'avec la Rallye. Et sincèrement, moi je n'ai pas pris ces motos en défaut. Elles sont très bien secondées au niveau châssis, au niveau suspension et au niveau frein, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en ce qui me concerne, mais ça ne concerne que moi, j'estime qu'elles ont vraiment une sacrée gueule. Vous aimez les grands espaces? L'aventure vous tente? Que ce soit pour un week-end dans les Ardennes ou une balade dans le grand espace marocain, dans l'Atlas marocain, n'hésitez pas une seconde parce que je crois sincèrement que cette Tiger fera une compagne exemplaire. Elle se situe vraiment en milieu de gamme, elle n'est ni trop lourde ni trop puissante, elle est accessible à tous et vous donnera à mon avis beaucoup de plaisir. Allez l'essayer, prenez rendez-vous chez les concessionnaires, cette moto va être bientôt disponible en concession et si vous voulez des renseignements encore plus précis que ceux que je vous ai donnés, allez voir le site qui s'inscrit ici en dessous. Je vais continuer à profiter un petit peu de ce petit séjour au Maroc et on se retrouve tout de suite. Depuis quelques années, Ducati a abordé, on va dire, la custom culture, le côté custom, avec le concept Diavel et X-Diavel. Je me souviens l'an dernier avoir essayé la 1260S qui pour moi était une des motos de l'année. C'est un marché qui se porte bien chez toi? Alors c'est un marché qui fonctionne bien, c'est une moto coup de cœur, réellement, le Diavel ou le X-Diavel. C'est pas une moto utilitaire, on va dire, c'est une vraie moto passion, avec un vrai esthétique, un vrai look. Ouais. C'était mon coup de cœur de l'an dernier également. J'ai fait toute la saison dernière avec un Diavel 1260. Diavel, X-Diavel, vraiment deux philosophies complètement différentes. D'un côté, un gros roadster, de l'autre côté, un cruiser. Oui. Et donc, pas du tout la même clientèle. Moto X-Diavel plus typée, vraiment marché nord-américain. C'est le courroie, hein, oui, qui est vraiment typique du marché américain. Belle moto de conquête.
parce qu'on s'est rendu compte que ça amenait une clientèle complètement différente chez Ducati, une mentalité différente, une autre façon de rouler en moto. Et je crois, si je peux me permettre de te couper, c'est une moto qu'il faut venir essayer. Oui. Parce qu'en fait, là sur le papier, en concession, on la voit, son énorme pneu arrière, sa structure, on se dit cette moto, ça doit être très lourd, ça doit. Et finalement, et c'est ce qui m'avait enthousiasmé sur la 1260, cette moto, c'est un vélo. Hein. Oui. Ça roule, mais super bien. Moi, je le dis toujours, le seul mot qui explique L'essai d'un Diavel, c'est bluffant. Oui, parce que techniquement, cette moto n'a rien pour être maniable. Un empattement long, un angle de chasse très ouvert, un gros pneu. Rien qui fait qu'on pourrait avoir de la maniabilité, et c'est réellement étonnant ce qu'ils sont arrivés à faire techniquement. Ce côté du marché, évidemment, ce côté obscur, on va appeler ça comme ça, est un peu chasse-gardée depuis plus d'un siècle par Harley Davidson qui a initié ce mouvement et qui en est un peu le garde-chasse. Hein. La gamme Harley, évidemment, continue d'évoluer. Il n'y a pas de grosses nouveautés pour cette année, mais en fait, on va aller faire un petit tour en Espagne. On va partir ensemble, faire un petit tour en Espagne pour découvrir l'ensemble de la gamme Softail sur un petit week-end, évidemment, très rock'n'roll. Bonjour à tous. Faire un essai gamme, c'est toujours un peu particulier parce qu'en fait, on passe son temps à sauter d'une moto à l'autre. Alors nous sommes restés dans la même famille, nous sommes restés dans la famille des Softail et nous avons pris le guidon de 5 machines qui représentent en fait une partie de cette famille. Bien sûr, la Lowrider S est la nouveauté 2020, même si elle est sortie en 2019. Sa plus proche cousine est en fait la Sport Glide, qu'on avait déjà essayé il y a quelques mois dans l'émission. On a pris le guidon également en fait de la Fat Bob, de la Street Bob, et en fait, pour terminer, de l'héritage. Alors, qu'en est-il? On est évidemment sur des bases relativement similaires, on passe du 104 inch au 114. Finalement, les réponses moteurs sont relativement similaires sur toutes les motos. L'Heritage est celle qui bénéficie de la plus grosse motorisation parce qu'en fait, elle est aussi la plus lourde à emmener. Et j'ai été assez étonné en fait parce qu'on a roulé d'une manière qui n'était pas une manière Harley Davidson. On a fait du ride mais un peu trop rapide, même par moment à mon goût. Et en fait, chaque moto s'en est vraiment bien sortie. Alors, lesquelles pour qui? Ça c'est un peu évidemment toujours une question de goût, mais il y en a certaines qui tirent leur épingle du jeu. Quand on est un peu plus rapide ou un peu plus sportif, on pourra jeter son dévolu sur évidemment la Low Rider S qui est ici,
ainsi que la Sportglide, qui sont deux motos au comportement relativement similaire et deux machines en fait qui se comportent extrêmement bien dès qu'on les bouscule un petit peu. On arrive évidemment assez vite aux limites de la garde au sol, mais finalement cette garde au sol, elle est là aussi pour rappeler qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et en fait, la surprise générale était évidemment cet héritage, parce qu'elle a suivi le rythme de toutes les autres, et elle s'est très très bien comportée avec, en fait, des 5 motos essayées, celle qui offre le plus de confort. Alors à côté de ça, on a la Fat Bob. La Fat Bob, quant à elle, a un petit côté qui sort du lot avec son look particulier, avec son phare rectangulaire à l'avant. Elle pourra ravir ceux qui n'ont pas tellement envie de rentrer dans la ligne Harley-Davidson et dans le côté classique. Par contre, à côté de ça, pour ceux qui veulent un côté un peu bad boy, moi je trouve que la Street, avec son grand guidon, offre une position assez particulière qui finalement n'est pas du tout inconfortable et qui permet une certaine maniabilité en ville, et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la Street. Alors, on a refait un tour, une reprise de contact de la Livewire. Elle est toujours aussi amusante à conduire, elle est toujours aussi vive, elle est toujours aussi rigolote. Elle surprend toujours autant les gens, parce qu'on a roulé avec cette moto un dimanche, il y avait du monde un peu partout, et les gens sont étonnés de voir des motos qui ne font pas de bruit. Il a fallu se méfier un petit peu, parce qu'à mon avis, il n'a pas plu depuis un certain temps ici, et en fait, le sol était très glissant, que ce soit avec la gamme normale ou avec la Livewire. On a passé évidemment un week-end exceptionnel parce que Harley nous avait préparé des petites surprises, comme cette petite séance de hill climbing. Alors là, bon, on s'est retrouvé sur des 750 préparés et il était question d'essayer de claquer un temps dans la montée pour voir qui s'en sortait le mieux. C'était en tout cas vraiment rock'n'roll. On s'est très très bien amusé pendant cet après-midi. Et là, en fait, la journée n'est pas finie. On va partir ce soir avec des motos, avec en fait des sporteurs qui ont été customisés. Bon bien, on va se payer un petit ride nocturne au guidon de machines toutes préparées, toutes différentes et toutes plus géniales les unes que les autres. Et donc voilà, on va démarrer pour aller, j'imagine, manger un petit bout quelque part dans un endroit que Harley nous a réservé. Décidément, c'est vraiment un super week-end. Voilà, la gamme Softail essayée confirme en fait tout le bien qu'on pensait déjà d'elle. Ce sont des motos qui permettent d'avoir une possibilité d'entrer dans la famille Harley à partir de 14-15 000 euros, jusqu'à évidemment 25 000. Mais à partir de là, vous vous faites plaisir, vous êtes au guidon de vrai Harley, vous êtes avec des motos qui vont bien, des motos qui freinent. Et alors, je dois quand même remettre un chapeau au-dessus de tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un gros effort qui a été fait chez Harley à 2 niveaux. Le premier, c'est la qualité de freinage de toutes les motos essayées. Et le deuxième, c'est la qualité des boîtes de vitesse qui sont devenues 12. Alors ça change parce qu'au début, on était habitué évidemment à des boîtes qui claquaient très fort chez Harley-Davidson. Et c'est plus le cas du tout. La première claquait un peu comme dans beaucoup de marques quand on la met dedans. Mais alors après, c'est comme on dit, c'est du beurre. Ça passe tout seul et c'est très 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 agréable. Donc voilà, un essai du gamme qui parvient encore à me convaincre sur le bien fondé que je pensais de l'ensemble de ces machines, sur le bien fondé que je pensais de cette Lowrider S qui, elle, est en vente chez nous au prix tout rond de 20 000 euros. Vous pouvez vous précipiter chez les concessionnaires pour demander l'essai d'une de ces motos, vous serez vraiment conquis et ça vous poussera, à mon avis, à rentrer dans la grande famille de chez Harley-Davidson. Allez, à bientôt. Luc, le temps passe très vite, il est déjà temps de nous quitter. Je voudrais vraiment te remercier de nous avoir accueillis dans ta magnifique concession Ducati. Elles sont toutes magnifiques, les concessions Ducati, les couleurs sont toujours pile poil, c'est bien. Je te souhaite évidemment une merveilleuse année 2020. Je crois qu'on va se revoir bientôt, enfin j'espère en tout cas, nombreuses manifestations sportives. Tu peux déjà donner rendez-vous aux sportifs, je crois qu'aux 6 heures de Spa, vous allez être présents en force. Oui, je pense bien que normalement 3 teams seront présents pour les 6 heures. D'accord. Donc notre ami Freddy, comme d'habitude. Je pense que avoir confirmation que notre ami de Sambreville, Manu, sera présent également, et Arscott qui est toujours très présent sur les circuits également. Ok, d'accord. Et un rendez-vous fin mars, je crois.
Alors fin mars, ce serait toujours avec plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus, ainsi que toutes les personnes qui veulent venir nous rendre visite le dernier week-end du mois de mars, à l'occasion des portes ouvertes officielles. Et ça dure le samedi et le dimanche. Samedi et le dimanche. Allez, écoute, merci beaucoup avec et plaisir. On se revoit bientôt. Merci Thierry. Bon, on est déjà au terme de cette émission. Pour cette nouvelle saison 2020, en fait, j'essaye d'innover et j'essaye de prendre en compte vos nombreuses remarques. Vous avez déjà remarqué qu'en fait, il y a un nouveau générique. Vous avez découvert la nouvelle rubrique du Dr Grimm. Dès maintenant, vous pourrez retrouver, et ce, chaque semaine sur YouTube et Facebook, nos meilleures séquences du mois. Donc vous resterez connectés en permanence avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux, évidemment, à suivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier. Et s'il vous plaît, continuez à vous abonner. C'est vraiment très, très, très important pour nous. Merci aussi de votre compréhension quand il nous arrive des petits problèmes techniques. Je tiens vraiment à m'excuser de certains passages compliqués et difficilement audibles au niveau audio lors de l'émission du mois de janvier, notamment sur certaines séquences qui ont été prises au salon. Désolé, on a remédié à ça, on s'est équipé avec un matériel un peu plus performant qui, j'espère, vous donnera toute satisfaction à vous aussi. On se retrouve évidemment dès le mois prochain pour l'émission du mois de mars. D'ici là, comme on dit, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limmerley dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.